c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Dans ce nouvel épisode, je reçois non pas un ni deux, mais 3 invités. Juan Rodriguez, Christian Rubiela et Pierrot font partie des créateurs de Trax, le jeu d'enquête en immersion sonore. Grâce à un système d'écoute, de caméras de vidéosurveillance et d'un plan de la ville de Siron Bay, il faudra coopérer pour résoudre des affaires en localisant les cibles recherchées. Rencontre avec 3 des membres du gang des joyeux malfaiteurs de Trax. Je suis avec Juan Rodriguez, Christian Rubiela et Pierrot, donc les auteurs de Trax, voilà le jeu en immersion audio. Donc merci d'être là pour ce podcast. Bienvenue. Merci. À toi. Merci aussi. Et moi aussi, du coup je remercie bien. Ouais, c'est cool, on se remercie. Alors on va démarrer dans le vif du sujet. Comment est née l'idée de Trax ? Donc je m'adresse d'abord aux auteurs. Donc Juan. Trax, c'est venu d'un délire qui m'a traversé l'esprit à un moment sur le fait d'avoir un joueur qui était attaché, masqué, tout ça, et qui entendait des bruits et qui transmettait des informations aux autres joueurs qui étaient autour de la table. Voilà. Et comme s'il était dans le coffre d'une voiture, un truc comme ça. Voilà. C'était un peu rude. C'était un peu violent, la situation était violente. Donc on a assez rapidement, j'en ai parlé à Christian et tout de suite on s'est dit on va faire un petit peu plus soft, on va adoucir les choses. Et on n'a pas abandonné l'idée, mais elle est mise de côté pour l'instant. Elle a été donc un petit peu plus familiale. Voilà, c'est ça, Ouais. c'était plus acceptable. En fait, c'était beaucoup trop difficile de pointer quelqu'un, de mettre quelqu'un en difficulté. En fait, forcément, ça faisait partie du jeu, mais du coup, ça demandait vraiment des joueurs de jeux de rôle ou des joueurs très expérimentés. Et on s'éloignait énormément d'un public familial qui était quand même un peu notre idée, quoi. C'est surtout quand toi t'es arrivé avec l'idée de leur mettre un sac sur la tête carrément que c'était un peu exagéré, on a trouvé. Oui, c'est pas faux. Ah oui, effectivement, ouais. Donc justement, comment Christian est arrivé dans l'histoire ? Vous connaissiez déjà ? On se connaissait, on travaillait déjà sur un projet. Comme l'idée nous a semblé très forte et impétueuse, enfin, on sentait une certaine urgence à le faire et une envie pressante, si je puis me permettre. Et donc, du coup, on a laissé notre proto de côté et d'ailleurs, il va falloir qu'on s'y repenche. Mais voilà, et on a travaillé vraiment sur Trax. Donc, on était sur quelque chose en cours. Ensuite, je connaissais les compétences de Christian en termes d'audio et donc je savais qu'avec lui on pouvait travailler sur de l'audio et avoir un prototype jouable, c'est-à-dire pour expliquer pour le concept d'une façon qui soit propre, enfin suffisamment propre pour un éditeur qui le comprenne, quoi. Parce que quel a été le rôle de chacun finalement dans la création du début du jeu ? En fait, au début, comment on s'est divisé les rôles où on était tous les deux sur l'écriture et sur les scénarios, on réfléchissait, c'était vraiment un ping-pong. Et après, sur la partie graphique, c'était essentiellement Juan qui travaillait sur la partie graphique et sur la partie réalisation sonore du proto. C'était moi. Alors autant dire que la réalisation sonore initiale est assez éloignée de ce qu'on peut entendre dans le produit final. C'est-à-dire que les acteurs étaient mes proches et donc c'était ultra approximatif. Et les bruitages à la bouche, non ? Un truc comme ça ? Non, on faisait réellement des enregistrements. On a fait des enregistrements de courses-poursuites de voitures. Et c'était assez beau à faire. Et j'étais dans la voiture et je tenais le micro et c'était difficile. D'accord, ouais, vous êtes mis en danger presque. Tout à fait. Alors donc il y a ce premier proto que vous travaillez ensemble et ensuite il y a la rencontre avec Kiff Édition. Donc là je vais faire Pierrot parce que Pierrot a double casquette. Donc d'abord cofondateur de Kiff Édition. Comment ça se fait la rencontre et comment on se dit on y va et on y va vite parce qu'après il y avait urgence. J'ai un flingue pointé sur la tempe pour bien répondre. C'est un flingue là. Tu me suis et tu la fermes. Alors en fait ça s'est passé en octobre 2021.
Oui, 2021. C'était au Ludendrum. C'est un week-end de jeu qui est organisé par Olivier Drouin, Julien Protière, toute une bande autour de Valence et Romans-sur-Isère en fait. Et on y est allé parce qu'on est du coin avec ma femme, Erika. Et quand on arrive, en fait, on tombe sur Juan, qui est un vieux pote que je connais depuis assez longtemps. J'avais fait une petite carte bonus pour les poilus à l'époque, je me rappelle. Et c'est un vieux copain, donc voilà. Et il avait son proto de Trax étalé sur une table. Il nous dit, est-ce que vous voulez essayer? Et du coup, on essaye. On demande d'en faire une deuxième. Je crois qu'on a demandé une troisième et voilà. Et ma femme, alors du coup on a commencé à discuter entre nous. À un moment il s'est absenté, Kika m'a dit, moi j'aime bien. Je lui ai dit oui, moi aussi j'aime bien. On peut faire ça. Je sais pas, mais on peut essayer de faire ça. On peut voir. À l'époque c'était des sons qui étaient sur c'était sur un iPad, mais offline, voilà. Et nous on s'est dit on peut faire une app. Donc on avait déjà fait une app, on savait qu'on pouvait faire une app. Et on s'est dit on peut. Donc là à ce moment-là, Juan est revenu. On lui a demandé si le jeu était déjà placé. Il nous a dit oui. On lui a dit non, chez nous en fait. Donc là j'ai envoyé ma femme, elle l'a menacé d'un regard terrible. Il a eu très très peur. Ah ouais. Et voilà, il en tremble encore. Et puis du coup ça s'est fait comme ça en fait. Non, en vrai on a discuté avec Gwen et Nico, donc nos associés. On leur a pitché le jeu. Je pense que j'ai passé 1h30 dans la voiture avec Kika qui conduisait et moi qui envoyais des SMS aux autres en leur disant c'était trop bien, et je leur décrivais tous les jeux, tous les trucs qu'on pouvait faire, etc. Du coup Nico m'a dit fais envoyer un proto. On a reçu le proto 4 jours après je crois et on a testé, on a dit on y va quoi. Allez, rentre dans le coffre. Allez, démarre. Ok, on le ramène à la planque, comme convenu. Parce que l'idée, du coup, elle datait de quand? Ça a été assez rapide aussi. Juan. Je sais plus exactement, mais c'était quelques mois avant, en fait. Peut-être, je sais pas, 4 ou 5 mois, le temps qu'on fasse ce proto. On avait fait 5 enquêtes, je crois. 5, je crois qu'on avait fait 5 enquêtes dans le prototype. On ne voulait pas en faire plus parce que c'était très long. C'était très chronophage. Il fallait peut-être avoir la direction artistique aussi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on voulait absolument avoir être guidé en fait dans quelque chose qui correspondait à un choix d'éditeur, et que nous, si on travaillait beaucoup et qu'on développait beaucoup, ça nous enfermait, ça nous fermait des portes. Et après, réouvrir, repasser par ailleurs en fonction du choix de l'éditeur, ça aurait été lourd, quoi. Donc habituellement, moi, je fais des jeux, je les pousse très très loin en fait dans le développement. Ils sont quasiment éditables presque quand je les présente. Et là, c'était un choix de ne pas le faire justement pour laisser de la place, pour travailler ensemble en fait. Et puis c'était nécessaire aussi de travailler en groupe parce que dans ce jeu, il y a quelque chose de novateur dans le jeu, dans cette façon de jouer avec le son. Et le truc, c'est qu'on n'a pas de recul sur comment c'est perçu par les joueurs. Donc c'est très difficile, et c'est très difficile en plus à tester. C'est très difficile à tester parce que lorsqu'on teste le jeu, le testeur, entre guillemets, il est cramé. On ne peut pas lui faire retester le jeu si on a fait quelque chose d'autre. Donc c'est difficile à tester, et donc avoir un retour, on a besoin de faire un ping-pong avec un éditeur, un ping-pong en développement. Et c'est vrai qu'il était nécessaire assez rapidement de pouvoir faire ça. Voilà. Ok. Et alors, ce qui était intéressant donc chez Kif, c'est qu'il y a multi-casquettes, multi-compétences aussi. Ça, c'était un atout aussi, j'imagine, pour développer le jeu. Oui, alors je pense que Trax fait partie de ces rares jeux en fait où si on n'a pas les compétences en interne, c'est un jeu quasiment infaisable en fait. Alors moi je suis illustrateur donc depuis 18 ans maintenant. Ma femme est éditrice de BD à l'origine. Nico est développeur de jeux vidéo et donc il est capable de faire une app. Gwen est comptable et s'occupe de tout ce qui est contraint, etc. Mais en compétences en interne entre Nico et moi, on est capable de faire un paquet de choses quand même. Et de rendre ce jeu possible. La seule chose qu'on n'avait pas, c'était le son. On a la chance d'avoir un ami qui est réalisateur de films et qui nous a dit mais moi j'ai un ingénieur son qui mais en plus jouer, je lui ai offert fou, il adore, il va trouver ça super cool et tout de faire ça. On est allé le rencontrer. C'est un gars qui bosse, Samy Bardet, qui bosse dans le cinéma depuis 20 ans. Qui bosse avec Alain Chabat, avec Patrice Lecomte et tout. Et c'était passionnant, c'était un truc. Et ça, on n'avait pas. Heureusement, en plus, il connaissait des comédiens, son fils. Et voilà, et ça nous a permis, en fait, parce qu'il fallait travailler. On voulait arriver à sortir le jeu assez rapidement, parce que tant Juan et Christian savaient qu'il y avait une forme d'urgence, parce que s'ils avaient l'idée du son, d'autres l'auraient. Et on voulait donc le travailler assez rapidement
et de façon assez, et tout s'est mis en place de façon assez organique en fait. On a tout lancé en même temps. Ça a été rapide, ça a été très très intense, on va pas se mentir. Hein. Vous avez bossé d'arrache-pied apparemment. Oui, en fait, il y a certaines choses qui peuvent pas être attaquées avant que d'autres choses soient finies. Par exemple, il fallait que les affaires soient finies pour que je puisse attaquer les illustrations. Les délais étaient courts parce que la fabrication aujourd'hui prend plus de temps qu'à une certaine époque. À une époque, on envoyait un mois avant à l'imprimeur et c'était parti. Là, il fallait envoyer 3 mois avant, et puis il fallait communiquer sur le jeu, etc. C'était assez compliqué. Ouais. Bon, allez, tu sors de là, toi. Allez, bouge. Alors, sur la partie effectivement plus illustration, il y a eu un gros boulot aussi qui t'a sorti de ta zone de confort, Pierrot, a priori, par rapport à ce qu'on connaît d'habitude de ton travail. Alors, à la base, en fait, je suis connu pour un style assez cartoon. Dice Town, Mr. Jack, la première version de Mr. Jack était assez cartoon. Et moi, à la base, je suis plutôt réaliste. Je ne suis pas connu pour ça, mais j'aime plutôt le très réaliste. J'aime plutôt les choses qui sont assez sombres. Et là, Trax, on voulait faire un hommage à Z-Wire, on voulait avoir un truc assez sérieux, on voulait pas du tout un truc cartoon, même si à un moment on s'est posé la question, est-ce que ça vaut pas le coup de dédramatiser le propos du jeu pour le rendre plus accessible et plus familial, parce que c'est un jeu qui est très accessible, Trax, il y a peu de règles, c'est très accessible par toute la famille. Et on est resté sur un style assez réaliste, que j'aime beaucoup. Par contre, ce qui était compliqué, c'est qu'il y avait un énorme plan à faire, vraiment énorme, que c'est pas le genre de truc que je sais faire à la base. Il y avait beaucoup de cartes de caméra. Je déteste tout ce qui est perspective et tout ce qui est décor, à part faire des forêts, des cailloux. Et là, c'était que des rues, des bâtiments, des immeubles, des voitures, des trucs comme ça. Et avec toujours un délai très court, et ça a été un enfer. Enfin, oui, un enfer parce que c'était violent. Enfin, c'est violent parce que c'est quelque chose qu'il faut faire et être capable de faire. Et une fois qu'on s'est engagé, qu'on a lancé la machine, il faut pas se rater. Et quand on s'aperçoit que en fait, ça va être plus dur et plus long que ce que je pensais, les journées ont paru courtes à un moment. Ouais, il y a eu des petites sueurs froides. Ce qui était quand même très difficile, c'est surtout de supporter Pierrot qui a tendance, vous l'avez entendu, à se plaindre de façon juste, c'est exagéré quoi. Et alors, en termes de scénario, donc tu disais, Juan, qu'il y avait déjà 5 scénarios prêts au moment du proto. Après, il a fallu donc enchaîner une fois que la direction artistique était trouvée. Les idées, elles sont venues comment et qu'est-ce qui inspire justement? C'est un son qu'on entend d'un seul coup dans la rue. Oui, tout. En fait, tout est... Heureusement qu'on n'est pas pressé. Ouais, c'est sûr. C'est lorsqu'on a enlevé des gens, qu'on a commencé à enlever des gens, que c'est venu un peu plus rapidement. Voilà. Oui, après, là, évidemment, c'est le concret. Le concret nous a tout de suite amené à... Mais non, tout nous sert, en fait. Tout nous sert. On s'inspire vraiment de tout. Alors, il y a évidemment toutes les séries télé, tous les films, etc., qu'on détourne savamment ou pas, mais en tout cas, on essaye que ça soit savamment, de façon à ce qu'il y ait des références, mais que ça soit pas la même chose, etc. Enfin, voilà, donc on a une culture, en fait, polar qui est très forte, et on voulait s'appuyer sur cette culture polar globale que tout le monde a, pour justement éviter des règles. Plus on s'appuie sur quelque chose, enfin c'est ce constat qu'on a fait, plus on s'appuie sur quelque chose que tout le monde possède, on a tous les codes, etc. On n'a pas besoin d'expliquer le contexte, on n'a rien à expliquer. Dans le jeu, il n'y a pas de règle. Il y a une règle, c'est les 3 quarts sur les caméras. Les 4 caméras. Voilà, il n'y a que 4 caméras qui fonctionnent. Et en fait, les joueurs se sentent bridés. Et en fait, c'est pour les aider. Parce qu'au début, on n'avait pas mis ça, et ils mettaient des caméras partout, et ils ne voyaient plus le plan, et ils perdaient le fil. Donc c'était vraiment pour les aider. Il paraît qu'il a fallu brider surtout Christian, qui avait a priori des idées plus trash, non ? Non, moi je voulais pas grand chose de plus, juste qu'on fasse sauter 2-3 rotules avec des perceuses, des choses comme ça, mais on m'a dit que c'était moins familial d'un seul coup. Et j'ai été d'accord. J'avoue que assez rapidement, je me suis mis d'accord avec tout le monde. Et non, je plaisante, mais on s'est mis tous d'accord très rapidement sur le fait qu'il fallait que ce soit accessible parce que le fait de ne pas avoir de règles fait qu'on a forcément envie d'un jeu qui est aussi vite compris. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir, et là je suis plus sérieux, c'est de voir autour d'une table, lorsqu'on joue avec des enfants, les enfants ont une autre oreille que nous. Et il est vraiment pas rare de voir des parents qui butent et l'enfant entend quelque chose et met le doigt sur, ou en tout cas fait remarquer un son qu'on n'a pas tendance à remarquer, peut-être parce qu'on a perdu une fréquence au niveau auditif, je n'en sais rien, mais en tout cas c'est intéressant de jouer avec des enfants, je trouve. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'interprète pas toujours de la même façon les sons aussi. C'est ça qui est intéressant. Exactement, c'est vrai que les sons, alors notamment par exemple dans la première affaire, il y a un son que les jeunes de moins de 15 ans captent tout de suite.
et qu'il est très difficile pour quelqu'un d'un petit peu plus âgé ou alors carrément vieux comme moi de comprendre. On a du mal à comprendre ce que c'est. C'est une fréquence très aiguë alors. C'est pas les fréquences aiguës, c'est un son en particulier. L'interprétation, on peut donner plein de sens à ce son-là, mais ceux de moins de 15 ans captent ce que c'est. Je me souviens pas. Voilà. Je vais la refaire avec mon fils, il a 14 ans. Oui, ben voilà. Ok. Il y a aussi une intervention de Monsieur Fall dans une des histoires. Comment ça s'est fait, le clin d'œil, la rencontre ? En fait, on avait décidé d'essayer d'utiliser un petit peu plein de moyens de locomotion donc, qui se déroulent dans une ville, donc forcément du vélo, donc forcément Fall, quoi. En fait, c'était juste, il y avait une espèce de logique imparable. On ne pouvait pas y échapper. C'était même pas un choix. C'était comme ça. C'était normal. Et il est très gentiment, il était ravi et ça a été un vrai plaisir, quoi. Qu'est-ce qu'il me fait derrière l'autre là ? Il va passer avec sa grosse bagnole. Qu'est-ce qu'il fait ? Waouh ! Fall est aussi un vieux copain. Hein. On le connaît un peu tous depuis très longtemps. De l'époque où il était encore à Trick Track, on le connaît. Moi, je le connais depuis 2005. Juan, sûrement aussi depuis aussi longtemps. Donc c'était assez. Et puis il se prête au jeu assez facilement. Ce genre de truc, il aime bien. C'est un exercice qui est rigolo pour lui, quoi. Et alors, on parlait effectivement les scénarios, donc le dessin. Il a fallu effectivement développer l'application. Ça aussi, ça a été un boulot de titan pour Nico. Oui, c'est un boulot de titan. Oui, c'est un boulot de titan. En fait, Nico donc s'occupait avec Christian et Juan du développement des affaires, etc. Et surtout, Nico étant en charge de l'app, c'est aussi la personne qui dit faites ce que vous voulez. Il y a eu des idées confusées, on ne peut pas divulgacher les intentions de certaines affaires, etc. Mais en clair, Nico était là aussi pour dire on peut faire ça. Et si je ne vous propose pas de dire on peut faire ça, si vous pensez à un truc, partez sur le principe que tout est possible. Et en fait, c'est ça. Et c'est vrai qu'on a assez peu de limites dans ce qu'on peut faire. Le temps était forcément un argument, mais grâce à l'hypogramme, Nico et moi avions déjà travaillé sur une application ensemble. On savait comment bosser, on savait où aller, on savait comment faire. Les processus étaient un peu plus courts. Et pour le coup, oui, ça reste un travail de titan, mais on avait un peu plus de temps. En fait. Là où, la seule chose qui nous accueillit, c'est qu'à un moment, on s'est dit il faudrait des images de l'application dans les règles du jeu. Et moi, j'avais prévu de faire les règles du jeu en été. Et comme il fallait envoyer les fichiers à l'imprimeur avant l'été, je me suis dit il faut faire l'app avant l'été aussi, en fait. Donc on a développé toute une partie de l'app de façon assez temporaire, entre guillemets, pour avoir des images dans les règles du jeu. Et ensuite, on a plus enchaîné après la fin du développement du reste. Il faut préciser en fait que Nico c'est un tueur. En fait, Ça tombe bien. Oui, voilà. Non, c'est une bête en termes de programmation. C'est incroyable. On a eu cette chance d'avoir une application qui nous a permis de développer nos scénarios, quoi. Ça, c'est une autre application, pas cette application, une application vraiment de travail. Ah, quoi. ok. Voilà. Et donc, ça, on l'a eu. Il a fallu qu'on attende presque 2 jours. C'est fou, ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'on a été surpris à la fin quand on s'est retrouvé avec une application qui nous amène des donuts et du café quand on résout les affaires. On s'est dit là, il va vraiment loin, mais c'est quand même pas mal, quoi. C'est confort. Finalement, c'est vrai qu'elle est juste où il faut, en fait, l'application. Et moi, j'adore le côté où on joue avec la molette et voilà, on revient en arrière, on cherche l'instant précis. Et voilà, et ça, c'est juste top. On s'amuse avec ça. C'était une velléité aussi de Juan et Christian de dire on veut que l'app, ok pour une app, mais on ne veut pas qu'elle soit au centre de la table. Nous, pour l'hypogramme, c'était un peu l'idée. On ne veut pas développer des jeux qu'avec des apps. On pourrait mettre des apps de partout. Moi, je trouve ça un jouet génial. Et j'ai un Nico pour faire mes jouets, donc je suis super content. Mais on ne veut pas que ça soit au centre. On veut pas que ça soit que le jeu se joue avec une app parce qu'il y a une justification et cette justification est impérative. Mais l'idée, c'est que ça ne gêne pas l'expérience de jeu et qu'on continue à taper du carton, qu'on continue à manipuler des cartes, des pions, des machins. Ça, c'est important. Après, c'est vrai que ce qui était très rigolo, c'est qu'à Cannes l'année dernière, donc il y a un an, on est vraiment à l'état de prototype et on voit que les gens rembobinent. Nico avait fait un habillage très très moche avec une machine à vieille bande magnétique, etc. Et les gens s'amusaient à faire enrouler les trucs. Et Juan lance à Nico c'est dommage que quand on rembobine le truc, on n'entend pas. Et évidemment, Nico, à 6h du matin, parce qu'on est deux leftos avec Nico, et à 6h du matin, je lui dis t'as vu l'idée de Juan quand même de faire c'est vachement rigolo, et il l'a développé à 6h du matin. Ah ouais, donc on parle de réactivité. C'est vrai que plusieurs fois, il est alors toi, vous êtes plutôt lefto et il y a plutôt l'équipe couche-tard. Et ce qui est super, c'est quand l'équipe couche-tard envoie un mail très tard et se réveille
et c'est déjà mis en place, le reste. Donc ça, c'est une espèce de magie. Ouais. Ah bah. Il y a une magie, vraiment. Et c'est pour ça que je parlais de Nico sous la forme d'un tueur, parce que ça nous laisse pantois. On ne voit pas du tout comment faire ce genre de choses. Ouais, puis quand ça réagit comme ça, forcément, Voilà. tout de suite, les idées fusent d'autant plus, quoi. Il y a une espèce de liberté. Ouais. En fait, quand on prend des notes, quand on règle des cartes, des bouts de carton et tout ça pour faire un prototype, ça peut aller très vite. On peut même constituer quelque chose très rapidement et l'essayer. Et avec Nico, on peut aussi le faire avec l'informatique. Et ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire parce qu'on abandonne des choses, ça nous renforce ailleurs, ça nous ouvre des portes qu'on n'avait pas soupçonnées en fait. Une fois qu'on est installé dans ce concept, voilà, on a vraiment des ouvertures qui sont vraiment insoupçonnables avant de l'avoir. Alors, effectivement, c'était très novateur, même si maintenant, effectivement, de plus en plus, les jeux d'enquête audio, ça y est, c'est parti, et ça se développe. L'idée est déjà de faire un Trax saison 2 dans une autre carte, j'imagine, parce que forcément, on a fait peut-être le tour. On a fait le tour de Siren Bay. Qu'est-ce que vous pouvez... c'est une idée riche. Ouais, on va y penser en fait. Ouais. Ouais, c'est commencé en fait. Ouais. Ah, c'est déjà bien commencé. C'est déjà commencé. Donc à la vitesse que ça va. En fait, non, l'idée c'est que justement, on n'annonce pas de date pour l'instant. Autant même si jamais, voilà, on ne sait pas, mais oui, on lance maintenant le travail parce qu'on sait que la première fois on l'a fait vite et que on veut prendre plus notre temps, on veut savourer au plus l'instant de la création aussi parce que c'est important. C'est vrai que ce sentiment d'urgence c'est cool, c'est un moteur, ça booste, c'est efficace. Travailler aussi dans la détente, dans la réflexion, dans le retour, c'est bien aussi en fait. Tu vois, c'est cool. Donc, Dormir en fait c'est plus chouette. de temps pour faire encore mieux. Alors. Oui, je ne sais pas si on fera mieux, mais on va faire différemment. Il y avait des scénarios déjà en stock. Oui. Des idées sous le coude, il y en a parce qu'on a fait des choix pour avoir un fil rouge et pour avoir un déroulé sur les affaires. On a fait des choix, on a écarté certaines idées qu'on développe maintenant pour la deuxième saison. Et surtout toujours avec cette idée de surprendre les joueurs, de les cueillir là où ils ne s'attendent pas, etc. Voilà. Donc ça nous permet d'aller très loin en fait. J'ai juste pas oublié de demander le nombre de personnes qui ont bossé sur ce projet parce que c'est vous au micro aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a évoqué l'ingé son, les acteurs. J'avais calculé à un moment et je suis pas sûr d'avoir pas oublié des gens, mais j'en ai compté 14. Je crois que c'était 17. Ou 17 peut-être. 14 ou 17 sans compter parce que c'est vraiment on a eu des testeurs qui ont vraiment joué le jeu parce que quand on joue des affaires comme ça, qu'on fait des retours, etc., il y a énormément de gens qui ont en fait à un moment donné mis la main à la pâte pour que le jeu voit le jour. Mais 14 ou 17 personnes qui ont vraiment travaillé sur le jeu, ça fait une production un peu étrange, quoi, je trouve. Super production. Une super production. C'est l'Amérique. Je vous propose qu'on termine cette interview par un petit portrait chinois. Peut-être que du coup, pour pas rallonger trop le temps, parce que vous avez tous un emploi du temps de ministre peut-être, je vous pose une question chacun. Ça vous va? Après, si vous voulez intervenir. Alors, Juan, si tu étais un mode de jeu, tu serais quoi? Solo, coopératif, semi-coop, plutôt compétitif? Ah non, coop. Complètement Toujours. coop? Ah oui, complètement. Semi-coop, je ne supporte pas. Je supporte pas. La trahison. Je supporte pas la trahison. Je trouve que c'est prohibitif. Je refuse de jouer dans les jeux où il y a une trahison possible. D'accord. Parce que ce serait un mauvais joueur. Non, c'est parce que je trouve que c'est un mauvais esprit. Je préfère un jeu clair, compétitif, plutôt, et ça ne me gêne pas parce qu'on peut se mettre sur la tronche gentiment et tout ça. Par contre, la trahison, c'est quelque chose que je trouve détestable. Et les gens qui s'amusent de ça, j'ai pas envie de jouer avec eux. Ok. J'ai plein de jeux avec de la trahison que j'adore tellement. Donc toi, Pierrot, t'aurais dit plutôt ça, semi-coop? Non, j'aurais dit coop parce que mes gros jeux du cœur sont coop. La semi-trahison, alors ça dépend. En fait, les jeux d'enfoirés, j'aime beaucoup ça. Donc voilà, c'est pas tout à fait pareil. Il y aurait un Chevalier de la Table Ronde, par exemple, pour moi est un coop. Et la possibilité du félon me dérange pas, au contraire, je la trouve excitante. Puis ça s'avère que je suis souvent le traître, en fait, sans faire exprès. Mais je préfère le coop pur, oui. Le coop, j'adore ça. Ouais. T'as envie de répondre à cette question, Christian?
Sur quel style de jeu, en fait, style de jeu, style bon jeu, en fait. Peu importe, j'aime bien jouer à de bons jeux, voilà. Et peu importe, vraiment, je n'ai pas de préférence, j'aime vraiment tous les styles. Et si tu étais une mécanique de jeu, Ouais. pour le coup Si j'étais une mécanique de jeu, qu'est-ce que je serais comme mécanique de jeu? Je ne sais du pas placement répondre. d'ouvriers, Non, sûrement pas. du deck building. Non plus. Je serais la cha-cha. Ouais, probablement. C'est probablement ce qui m'attire dans pas mal de jeux. Mais je sais que c'est super clivant et il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça. Alors que je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on se dévoile. Et que quand on joue à un jeu de société, le côté autour d'une table, se découvrir ou découvrir des aspects de l'autre qu'on n'a pas encore découvert, je trouve ça assez plaisant. Ok. Alors Pierrot, moi je te pose la question, si tu étais un auteur, c'est peut-être plus compliqué. Si j'étais un auteur, alors mes 2 auteurs favoris historiques entre guillemets, il y a Nico, donc mon associé, parce que Nico a créé le pire jeu d'enfoiré du monde qui s'appelle Zombie, la blonde, la brute et le truand, qui a été réédité récemment sous le nom de Unlock. Et c'est un jeu qui m'a fait découvrir le jeu de société moderne, c'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, j'avais très peu de jeux, je devais en avoir une vingtaine. Je découvrais les jeux et pendant la première partie de ce jeu, une des joueuses autour de la table me dit mais je peux faire ça ? Donne-moi les règles, je vais vérifier si je peux faire ça. Et je lui dis, attends, parce que les règles sont un peu confuses, qu'est-ce que tu veux savoir? Elle me dit, mais est-ce que je peux mentir? Et je me retrouve à essayer de parcourir les règles pour savoir si je pouvais mentir. En fait, je me dis, mais c'est con, en fait. Le jeu, ça peut être au-delà des règles, en fait. Le jeu, c'est ce qu'on en fait, c'est ce qu'on aime. Et ça m'a réveillé, ça m'a réveillé un appétit du jeu incroyable. Et c'est pour ça que j'aime bien le côté tchatch d'un jeu. Et sinon, Ludovic Maublanc, historiquement, parce que c'est l'auteur de jeu que j'ai le plus illustré, en fait, bizarrement. Et c'est un mec qui est brillant, quoi. Il est brillant. Ok, super. Juste savoir, si je devais interviewer quelqu'un à ce micro prochainement, vous me proposeriez qui? Je vais dire un de mes co-auteurs, Julien Protière. Ok. Moi, je dirais Charlec, qui a fait La Bête dernièrement, et qui est, je trouve, un auteur qui sort Le Grand Voyage, là, et un autre dont je ne me souviens plus du titre, je suis désolé, et qui est un auteur qui, moi, m'intéresse beaucoup. Voilà. Moi je dirais une illustratrice ou un illustrateur, je dirais parce que c'est intéressant de les entendre parler, je dirais Nayad ou Maud Chalmel, voilà, c'est des gens qui ont des choses à dire artistiquement, créativement et c'est cool, quoi. Merci pour les idées, merci à vous trois, c'était un plaisir de vous recevoir à ce micro. On refait un tour de merci. Ouais. Merci beaucoup. Et pour finir, une petite tradition sur la chaîne Tu joues ou quoi, on finit toujours par dire alors Trax, tu joues ou quoi? Donc je vous propose qu'on se fasse un collégial sur le tu joues ou quoi, ok? Alors Trax, tu joues ou quoi? C'est bien, t'es un peu en retard. Oui, je Un peu en retard? suis en retard. On la garde? c'est bien. On la refait. Oui, c'est bien. Il est comme toujours en parfait. retard. C'est vrai, je suis toujours. Merci messieurs. Bon, c'était cool. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous invite à suivre la chaîne YouTube Tu joues ou quoi? Vous y trouverez une multitude de vidéos règles, avis et top. Si vous avez des idées de personnes que je pourrais interviewer, dites-le moi en commentaire sur les réseaux sociaux de Tu joues ou quoi. À bientôt pour un nouvel épisode.